Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette deuxième session du colloque dédié aux envois de Rome. Avant d'introduire les intervenants de cet après-midi, permettez-moi tout d'abord de saluer le travail mené par mes prédécesseurs, Olivier Bonfait, Jérôme Delaplanche, qui ont su initier et porter à terme ce très beau projet. Je tiens aussi à féliciter toute l'équipe pilotée par Franz Lechleiter pour le travail mené et grâce à ce partenariat entre l'Académie de France à Rome, l'INHA, l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France. Les colloques, les publications, je tiens d'ailleurs à mentionner la dernière qui est juste parue il y a un mois, une tradition révolutionnaire, les arts figuratifs de Rome à Paris entre 1905 et 1940, les expositions dont nous avons parlé ce matin, Maestra di Roma, 350 ans, les expositions au Palais des Beaux-Arts ou encore au Château de Nemours, ont mis en valeur la riche histoire de nos institutions, l'œuvre et la formation des prix de Rome, la question de la circulation des images, des modèles, que cette nouvelle base qui vient d'être créée vraiment permet de saisir de façon encore plus importante. La création d'outils numériques très performants comme la base de données des envois de Rome, mais aussi la base des archives qui a été mentionnée ce matin, la base d'Antin qui recense nos collections sur place, les dictionnaires Verger, vont donner une nouvelle impulsion pour permettre aux chercheurs d'étudier donc cet art que est souvent qualifié donc dit académique. Alors cet après-midi, nous allons prolonger donc ces questionnements autour de 4 études de cas et je vais tout de suite laisser la parole à Michael Bottero, qui est conservateur régional adjoint des monuments historiques à la DRAC Bourgogne-Franche-Comté. Michael Bottero, qui a déjà écrit plusieurs ouvrages. Je vais mentionner sa monographie sur le peintre Hugues Merle, qui a été publiée par la Société d'histoire de l'art français, ainsi que la peinture de genre en France sous le Second Empire et les premières années de la Troisième République, qui a été publiée aux presses universitaires de Rennes en 2012. Donc, depuis 2011, il est conservateur des monuments historiques de Bourgogne et aujourd'hui, il va nous parler du dernier envoi du sculpteur Hippolyte Bonardel qui a vécu les dernières années de sa vie à la Villa Médicis. Je lui laisse la parole. Oui, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez. Voilà, remercie déjà les organisateurs pour ce très beau colloque. Déjà, la matinée était très riche ce matin. Et ma communication va être un peu un écho au propos d'Éric de Chassé ce matin, qui s'étonnait de ne voir personne évoquer la maladie ou les épidémies. Je vais évoquer effectivement la maladie et également la mort d'un des pensionnaires. Donc voilà, merci également à l'Académie de France à Rome qui m'avait octroyé une bourse Chastel en 2017 et qui m'avait permis de consulter les archives. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup Magdalena Zand qui était alors chargée des archives à la Villa et qui m'avait communiqué plusieurs dossiers. Donc nous allons partir en Saône-et-Loire. Où j'ai pu me rendre donc en 2014 à l'église de Bonnet, un petit village de Saône-et-Loire, pour voir la cloche qui était classée monument historique. Et très vite, j'ai été attiré par une importante pietà, dont une première étude visuelle laissait présager en fait un plâtre original avec la trace des doigts, des traces d'outils, une présentation qui dénotait celle de plâtre saint-sulpicien qu'on a l'habitude de voir dans les églises. En discutant avec le maire, j'ai très vite eu connaissance d'Hippolyte Bonardel, natif de Bonnet, et qui avait été prix de Rome de sculpture. L'église de Bonnet, donc l'église du Xe siècle, construite d'ailleurs par le frère de Bonardel, qui était curé de la paroisse, est finalement un véritable petit mausolée à la gloire d'un jeune artiste mort prématurément à Rome. Outre la présence de sa dernière œuvre, dont je vais vous parler aujourd'hui, on voit par exemple dans un des vitrails son saint patron, Hippolyte, qui prend les traits du jeune sculpteur donc disparu à Rome. La sculpture fut donc intégrée à tout un corpus de sculptures et de peintures du XIXe siècle conservées en Saône-et-Loire, proposées à la protection. Et depuis le 11 août 2017, donc la Pietà de Bonardel est classée au titre des monuments historiques. Formé au petit séminaire de Semur-en-Brionnais en Saône-et-Loire, puis à l'École des Beaux-Arts de Lyon, il entre en 1844 à l'École des Beaux-Arts de Paris.
Il y sera l'élève de Ramée et de Dumont. En 1847, il est déjà second prix de Rome de sculpture. Il se fait connaître également par quelques envois au salon, mais c'est dès 1851 que l'on commence à parler de Bonnardel, puisqu'il remporte le concours international pour le revers de la médaille de l'exposition universelle de Londres de 1851. Proche du père Lacordaire, il souhaitait renouveler la statuaire religieuse, ce dont témoignent ses réalisations, des sujets tirés pour l'essentiel de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est toutefois un sujet mythologique, comme bien souvent à l'école des beaux-arts, qui lui ouvre les portes de la Villa Médicis, cette année-là, avec Gustave Croc, avec les Grecs et les Troyens se disputant le corps de Patrocle. De Rome, il envoie différents envois, donc ce que nous avons déjà commencé à évoquer ce matin. Ainsi, en 1853, il envoie un bas-relief, le massacre des Innocents, qui n'est plus localisé mais reproduit dans l'illustration. Il réalise la même année le médaillon de son camarade, Gustave Croc, ce qui était de la coutume à la Villa Médicis, ses portraits peints ou sculptés, faits par les pensionnaires. En 1853, donc, il envoie malheureusement une copie qui n'est plus localisée, un buste, Muse latine, conservé au musée des Beaux-Arts de Naples, et également le Mercuratie que vous a présenté Alice Tomine ce matin, également conservé au musée de Naples. L'Académie notant que, je cite, cette copie exécutée avec soin et conscience rend bien les qualités de l'antique. En 1854, son envoi de troisième année, le Christ à la colonne n'est malheureusement plus localisé, mais on voit que les sujets religieux lui tiennent à cœur puisqu'il réalise un relief, la Charité de Saint-Martin, qui est toujours conservé aujourd'hui à la Villa Médicis à Rome. En 1855, il sculpte une rute glanant, qui n'est pas un envoi réglementaire, mais qui est présentée à l'exposition universelle de 1855 à Paris, où elle est achetée par l'État. Il travaille dès cette année-là à son dernier envoi, et donc envoi de 5e année, la Pietà, dont le plâtre est conservé, donc abonné, et qu'il devait envoyer en marbre donc à Paris. Une œuvre peut-être prémonitoire, un dialogue intéressant avec la Pietà de Michel-Ange, mais qui devient une œuvre commémorative à la gloire de son auteur. En effet, Bonnardel tombe malade en juin 1856. Une crise de démence conduit le directeur de l'Académie de France à Rome à l'envoyer dans un premier temps à l'hôpital militaire français, puis à l'asile des aliénés de Rome où il décède le 2 juillet de la même année. C'est une lettre de Schnetz au ministre d'État du 28 juin 1856 qui donne le plus de détails sur les derniers jours du sculpteur. Je cite: un funeste dérangement s'est manifesté dans l'état mental de l'un des pensionnaires et m'impose le pénible devoir d'en entretenir votre excellence. Le pensionnaire est M. Bonnardel, sculpteur, qui déjà avant d'obtenir le prix avait eu plusieurs atteintes de désordre cérébral, mais dont la santé apparaissait heureusement rétablie. C'est l'une des rares citations en fait finalement où l'on a la mention de troubles déjà de santé de Bonnardel avant son départ pour Rome. On ne pouvait compter dans notre communauté d'hommes un caractère plus doux et plus raisonnable qu'il ne s'est montré depuis son arrivée jusqu'au terme de ses travaux de l'année 1855. Mais soit qu'il ait été surpris par les premières chaleurs qui sont arrivées inopinément avec une intensité subite, et il est vrai que le climat est l'une des sources fréquentes des maladies ou des décès de jeunes pensionnaires, soit fatigué par le travail auquel il s'est livré avec trop d'ardeur, à peine a-t-il eu terminé le modèle de sa Notre-Dame de Pitié, qu'il a senti une première atteinte dont il s'est promptement remis pour faire son esquisse, mais aussitôt celle-ci terminée, il est retombé dans un état d'absence ou de taciturnité qui a bientôt fait place à l'agitation puis à la fureur. Il n'a plus été possible de le conserver dans l'habitation commune. Je l'ai conduit d'abord à l'hôpital militaire français, où j'espérais qu'il pourrait rester et serait mieux placé pour les soins au milieu de nos compatriotes, mais le médecin en chef a dû me déclarer que l'hôpital n'est pas disposé de manière à pouvoir administrer les remèdes et faire subir le traitement nécessaire à ce genre de maladie. J'ai fait en conséquence conduire ce malheureux jeune homme à l'hôpital des aliénés de Rome, après m'être assuré par la visite que j'y ai faite qu'il y serait traité convenablement et séparément. Malgré les mails que j'avais pu faire lors de mon séjour à Rome, je n'ai pas pu consulter effectivement les archives de l'hôpital psychiatrico Santa Maria della Pietà de Rome, où peut-être des dossiers, là aussi médicaux de Bonnardel, pourraient être conservés. Outre la maladie mentale, donc qui conduit le jeune Bonnardel à l'hôpital psychiatrique de Rome, et dont il avait eu des crises avant son départ pour Rome, c'est une fièvre typhoïde qui conduira au décès de Bonnardel. Schnetz l'évoque en juillet 56 dans une nouvelle lettre au ministère, aux différentes atteintes du même mal dont il avait souffert avant son départ pour Rome, mais cette fois la maladie a fait invasion avec tant de violence que tous les remèdes ont été impuissants à la dompter. Elle s'est ensuite compliquée d'une attaque de fièvre typhoïde à laquelle le pauvre jeune homme, épuisé de force, a succombé au bout de 4 jours. C'est donc finalement le 10 juillet 56 que Schnetz, directeur de la villa, annonce au ministère d'État que M. Bonnardel a succombé le 2 du mois de courant à 6h30 du soir après avoir reçu les secours de la religion.
Il est intéressant de noter que l'achèvement du groupe de Bonardel, qui très rapidement est proposé par les autres pensionnaires sculpteurs, le père, Carpeaux, Chaput et Doublemard, n'est pas si simple et qu'il va poser problème. En effet, comme Schnetz va l'indiquer dans différentes lettres aux frères de Bonardel, dont une du 13 septembre 1956, je cite, « Sur les 4 pensionnaires qui avaient fait cette offre, l'un a été obligé de retourner en France pour cause de graves maladies. Il s'agit de Carpeaux. Un autre a dû aller à Naples où il est encore. Les 2 qui restent encore à Rome n'auront guère trop de temps d'ici au mois d'avril prochain pour terminer les travaux exigés d'eux par les règlements de l'Académie. Et il faut cependant que le groupe de M. Bonardel soit terminé à cette époque pour qu'on puisse vider l'atelier dans lequel on y travaille. » Il indique par ailleurs que les 1200 francs qui restaient de la pension de Bonardel ne suffisent pas pour payer le colossal groupe de son frère. Il se tourne ainsi rapidement vers le ministre d'État pour solliciter une aide supplémentaire et demander la possibilité de s'adresser à un praticien, donc lettre du 27 octobre 1956. C'est finalement le sieur Stampanoni de Rome qui est chargé, comme en témoigne sa quittance dans les archives de la villa, de l'achèvement de la Pietà de Bonardel, qui est donc transposée en marbre, qui gagne par la suite Paris et qui sera installée dans l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, où elle se trouve toujours. Un autre problème est celui de la réalisation du monument funéraire de Bonardel, qui est enterré à Saint-Louis-des-Français à Rome. Sigumri modèle le médaillon, Carpeaux devait le réaliser, mais il doit rentrer en France pour cause de maladie, et c'est finalement Henri Chaput qui réalise le médaillon, mais le monument tarde à être installé à Saint-Louis-des-Français, et Schnetz, là encore, l'indique dans une lettre aux frères de Bonardel, un courrier qui permet de voir que l'année 56 est marquée par la maladie à la villa, et Schnetz précise que le pensionnaire architecte n'a pu réaliser le monument projeté, car il a été, je cite, atteint si cruellement par la fièvre cet été, poursuivant en indiquant que cette maladie n'a pas été la seule qui ait affligé l'Académie de France cette année. Sur 19 pensionnaires, nous avons eu 10 malades. Bonardel n'est pas le seul à décéder pendant son séjour romain, et l'on dénombre, donc là aussi en étudiant à la base, quelques 17 jeunes pensionnaires au cours du Xe siècle, 3 musiciens, 5 peintres, 5 sculpteurs, 2 graveurs, 3 architectes. Si l'on compte le suicide par noyade de Boisselier, prix de Rome de peinture en 1811, ou la mort de Mitrocé, prix de Rome de peinture en 1893 sur le trajet vers Florence, c'est la maladie qui touche la plupart des pensionnaires, comme Bourgeois, prix de Rome de gravure en taille douce qui meurt de la tuberculose. Charles Thévenin, directeur de la Villa Médicis, indiquant d'ailleurs dans son courrier qu'il était déjà malade à Paris et que le voyage ainsi que le climat romain n'a fait qu'empirer sa maladie. La petite Vérole touche certains prix de Rome, comme Maréchal, prix de Rome de sculpture en 1843, qui décède à Rome. C'est le Typhus qui emporte Deschamps en 1867, prix de Rome de sculpture de 1864. De même que Peel, prix de Rome de l'architecture de 1896, ou Erhardt, prix de Rome de musique en 1874, qui contracte quant à lui les fièvres des lagunes lors d'un séjour à Venise, et il meurt en 1875. La crise de démence qui touche Bonardel n'est pas la première et ne sont pas toutes fatales. On sait ainsi par les archives de la villa que Desdéban, qui était prix de Rome d'architecture, portraituré par le célèbre tableau d'Ingres, est ainsi touché par une crise de démence en 1810, crise qui va perdurer, qui va conduire le directeur à son renvoi à Paris le 13 juin 1810. Si les décès de Bonardel et de plusieurs pensionnaires marquent donc la vie à la Villa Médicis au cours du Xe siècle, ils ne sont bien souvent que la fin tragique de maladies qui touchent également de nombreux jeunes prix de Rome. On ne compte plus les nombreuses lettres de directeurs qui informent de telle ou telle maladie, comme l'a rappelé Corinne Jouy-Barbelin ce matin. Lettres qui indiquent aussi bien donc les types de maladies, mais également les dépenses qui en découlent, indiquant notamment les remèdes tels que bardane, ammoniac, moutarde pour les bains de pieds, sucre, citron, orgeat ou vinaigre, mais également du retard dans les envois réglementaires de ces jeunes prix de Rome. À travers donc l'évocation du dernier envoi de Rome de Bonardel, il est ainsi possible de voir que de nombreuses œuvres d'art restent encore à découvrir, c'est ce qu'on évoquait ce matin, et à protéger, comme celle-ci redécouverte dans une petite église de campagne de Saône-et-Loire. La Bourgogne est d'ailleurs riche de certains envois, tant dans les musées que dans certaines autres églises, telles Émile Pénaud, qui offre à sa ville natale de Villeneuve-sur-Yonne l'un de ses envois réglementaires. De même, il nous semblait intéressant d'évoquer, alors malheureusement trop rapidement, ces destins brisés par la maladie, Bonardel n'étant pas un cas isolé, dont les séjours sont documentés par les riches archives de la Villa Médicis et dont les œuvres sont désormais donc mises en valeur par la base de données de l'INHA. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michael, pour cette présentation
on va peut-être garder le temps de parole pour les questions à la fin de la session, si vous êtes d'accord. Alors, j'ai le plaisir de présenter Lisa Laborie-Barrière, qui est conservatrice en chef du patrimoine et directrice des musées de Salon de Provence. Elle est à la fois historienne et historienne de l'art. Elle a travaillé sur l'architecture monumentale en France et en Europe au 19e et 20e siècle. Et elle a été conservatrice des collections du 19e et 20e siècle au musée Lorrain de Nancy de 2010 à 2014. Aujourd'hui, elle va nous parler d'un autre envoi d'un grand prix de sculpture de 1903, donc Eugène Piron. Et je lui laisse tout de suite la parole pour sa présentation. Merci beaucoup. Donc, je vais vous parler aujourd'hui des envois de Rome d'Eugène Piron. Je tenais d'abord à remercier les organisateurs du colloque, la richesse de la base, vous allez voir ce qui est intéressant pour étudier Eugène Piron, et le comité scientifique d'avoir permis de remettre en lumière donc cet artiste peu connu du grand public, qui est Eugène Piron. Il a été remis en lumière à l'occasion de la redécouverte de son fonds d'atelier en collection particulière et de l'exposition monographique et la publication qui lui ont été consacrées en 2019-2020 par la ville de Salon de Provence, donc dans les musées de Salon de Provence, et qui ont vraiment permis de redécouvrir complètement cet artiste. Eugène Piron, il a un parcours caractéristique de la plupart des artistes officiels issus de province à la fin du 19e siècle. Il est né à Dijon en 1875. Il est issu d'une famille modeste, une famille d'ouvriers sculpteurs. Son père est lui-même sculpteur et va l'initier justement aux questions artistiques. Eugène Piron va par la suite suivre ses études à l'École des Beaux-Arts de Dijon, où il est à la fois l'élève de Bouteiller et de Gasque, un ancien prix de Rome également, et où il va recevoir une bourse départementale pour aller étudier à Paris, sur recommandation de ses maîtres, en 1897. Après plusieurs tentatives, il intègre l'École des Beaux-Arts de Paris en 1899, dans l'atelier de Barrias, qui va former la plupart des prix de Rome de la fin du siècle, et notamment Landowski, que Eugène Piron va côtoyer lors de son séjour à Rome. Il est régulièrement récompensé dans les concours de l'école. Il participe une première fois au concours du prix de Rome en 1902 et l'obtient en 1903, donc avec ce sujet, Dalila livrant Samson aux Philistins, qui est un haut relief en plâtre dans lequel on peut voir toute la monumentalité du sujet et le rendu des corps humains dans lequel Piron excelle. Il séjourne ensuite à la Villa Médicis de 1904 à 1908. Et nous avons un riche fond documentaire dans le fond d'atelier de l'artiste pour illustrer justement ce séjour avec différentes typologies d'œuvres. À cette époque, évidemment, Rome est devenue, au début du XXe siècle, une ville, une capitale moderne, une ville cosmopolite. Et effectivement, les pensionnaires ne passent pas forcément 4 années à Rome, mais voyagent beaucoup entre Paris et Rome, et même à l'étranger. Ce sera le cas également d'Eugène Piron. L'étude des correspondances des directeurs de la Villa Médicis durant cette période, qui a été menée par François Fossier, souligne leur absence de la Villa Médicis également, à l'exception des expositions annuelles à Rome ou de temps forts lors de l'année, et le manque d'accompagnement également des pensionnaires, notamment dans la nature des envois et le rapport au règlement, on va le voir avec les envois d'Eugène Piron. Le regard porté sur la Villa Médicis et ses pensionnaires est aussi ambigu entre le jugement de l'exercice imposé par l'Académie et une critique artistique dans la presse tant italienne que française entre 1904 et 1908 pour la période qui nous intéresse, qui est plutôt sévère, regrettant un manque de modernité et d'audace la plupart du temps. Je vous livre ici le jugement du critique italien Diego Angeli, qui dresse un portrait au vitriol de l'institution lors de l'exposition de 1905, où seuls quelques artistes, dont Eugène Piron, trouveront grâce à ses yeux, et où il appelle à une rénovation en profondeur de l'institution et de son recrutement. Après avoir dressé ce décor général, je vais vous présenter plus en détail les envois d'Eugène Piron. Un regard rapide sur la base des envois de Rome permet de se rendre compte que 8 œuvres d'Eugène Piron sont recensées dans la base, dont 2 seulement disposent de visuels,
Et cette communication va aussi être l'occasion de pouvoir vous montrer ces différents éléments. En première année, Eugène Piron est jugé comme un élève prometteur en 1905. Pour sa copie d'Antique, il fait un choix original et symbolique avec les Fèbes de Subiaco. C'est une copie romaine d'un original grec disparu qui est conservé au musée des Thermes de Rome et qui a été très peu copié, comme on voit, puisque une rapide recherche dans la base permet de se rendre compte que l'autre seul exemple, et ce n'est pas une coïncidence, est les Fèbes de Subiaco réalisées par Paul Gasque en 1892. Paul Gasque qui était, je vous l'ai dit, un des maîtres d'Eugène Piron à l'école des Beaux-Arts de Dijon. Et vous voyez ici l'original également de Les Fèbes de Subiaco. L'avis de la presse italienne et de l'Académie de France coïncide pour louer le travail d'Eugène Piron sur cette œuvre, en particulier le rendu de la patine, que vous avez vu ici dans cette aquarelle, qui était extrêmement bien rendue. Malheureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisqu'on le voit ici sur l'œuvre. L'œuvre a été largement restaurée. Mais donc, cette œuvre a été très bien reçue à l'époque. Et elle montre également toute la maîtrise technique du sculpteur pour cet exercice, qui est un aboutissement des années de formation à l'École des Beaux-Arts, dans laquelle l'épreuve de la copie est un exercice attendu de la part des élèves. Nous pourrons reparler de cette œuvre si vous le souhaitez plus tard. Le deuxième envoi de Rome d'Eugène Piron, le deuxième envoi réglementaire de première année, doit être en relief à deux personnages. Avec le rapt, Piron choisit de traiter un sujet classique, l'enlèvement d'une femme par un homme à cheval. Il connaît de nombreuses références mythologiques et artistiques. L'œuvre est très bas relief en partie gauche, vers un relief beaucoup plus prononcé ici, et une quasi ronde bosse au niveau de l'avant-train du cheval, donnant l'impression que le sujet s'échappe du support. Et c'est effectivement un prétexte important à la représentation des corps en mouvement. Les nombreux croquis préparatoires présents dans le fond d'atelier montrent les réflexions du sculpteur sur la question du rendu du mouvement et de la composition des différentes figures dans ce groupe. Lors de sa présentation à la Villa Médicis, l'œuvre est saluée par la presse italienne. L'avis de l'Académie est plus réservé, dénonçant une ambition trop grande de l'artiste, en soulignant que cet envoi n'était pas réglementaire, puisqu'il a plus que de figures, mais prometteur. La presse et les photographies du fond d'atelier permettent d'identifier les modalités de présentation des envois d'Eugène Piron lors des expositions annuelles, surtout à Rome, un peu moins à Paris. Et Patrizia Celi l'a bien étudié également dans l'une de ses publications. L'exposition des envois de Rome à la Villa Médicis correspond à un rituel d'inauguration en présence du roi et de la reine d'Italie, qui sont accueillis par l'ambassadeur de France, le directeur de la villa, les pensionnaires et diverses personnalités. Après l'écoute des compositions musicales à la bibliothèque, ce sont 3 salles autour de la loggia où sont exposés l'ensemble des travaux des élèves. C'est un temps protocolaire fort qui fait l'objet de nombreux retours dans la presse à cette époque. D'un point de vue muséographique, l'exposition reste simple. Les espaces sont drapés de tentures rouges. Les œuvres des différents artistes et techniques sont présentées dans des mêmes salles, donc selon une modalité d'exposition de groupe. Même si les commentateurs séquencent les commentaires par discipline et par œuvre, en s'attachant guère à l'image d'ensemble. L'exposition du rapt, on a ici quelques images, donc ici à la Villa Médicis. Là encore, l'exposition à Paris se veut plus formelle, avec toujours, vous le verrez, pour la sculpture, des plantes qui sont associées à la présentation des œuvres. Cette œuvre est aujourd'hui disparue. Elle a été exposée à l'École des Beaux-Arts, puis à l'Exposition universelle de Turin en 1911, où Piron réalise aussi un certain nombre de pavillons et a été détruite lors du transport, endommagée en tout cas lors du transport retour, puis détruite, et on en a perdu complètement la trace, à l'exception des éléments que je vous ai montrés. En raison d'une maladie et d'une longue absence, Piron n'effectue pas d'envoi en deuxième année. Il aurait dû présenter une figure en plâtre de la Faunesse au Pipeau, esquisse préparatoire de la ronde bosse de troisième année, ainsi qu'un relief intitulé Ronde d'enfants. Il n'enverra aucune œuvre, mais il présentera l'année suivante au salon ce marbre donc, de la Faunesse au Pipeau, au salon de 1907, qui sera acquis par l'État pour le Sénat. Envoi de troisième année, donc, Faunesse au Pipeau et Ronde d'enfants.
Du fait de leur absence en deuxième année, les envois suivants de Jeanne Piron seront en décalage avec les attendus du règlement et donc correspondront plus vraiment à ce qui est attendu. Donc cet envoi de troisième année est la traduction en bronze de la Faunesse au pipeau que vous voyez ici. Et il s'agit d'une des œuvres majeures de la carrière de l'artiste. Donc on voit cette jeune fille nue jouant d'une double flûte en esquissant un pas de danse, avec une référence mythologique donc au cortège de Bacchus et des danses bachiques, un thème léger qui est très à la mode à l'époque, très en l'air du temps. Mais il y a peu d'occurrences originales dans les envois de Rome. On a beaucoup de faunes qui sont représentées dans les copies d'antiques, mais peu en tant que création moderne. La sculpture en vent de Bonse est placée sur un piédestal qui est en réalité un envoi également de Rome, puisque c'est l'envoi du relief qui aurait dû être fait l'année précédente. La ronde de bloc est réalisée en travertin, un matériau tendre, et la finalité de la faunesse détonne par rapport à ce rendu plus frustre du marbre, et c'est ce qui est reproché à Piron par l'Académie lors de cet envoi de troisième année. Cette adaptation des envois réglementaires n'est pas propre à Piron à cette période et l'Académie relève à plusieurs reprises les libertés prises par les pensionnaires en termes de dimension, de sujet ou de nature des envois, également face au nombre d'absences de la part des pensionnaires. Et dans le rapport de 1907, elle procède à un rappel à l'ordre en disant que la commission pense qu'il est bon de rappeler à chaque pensionnaire qu'il doit être imbu des sentiments de discipline indispensable à ces envois réglementaires. L'exposition de cette œuvre, vous le voyez ici, la faunesse donc est présentée au centre de la pièce, c'est l'un des clous des envois de 1907. On peut y noter aussi l'accrochage des tableaux qui reste très traditionnel. Et vous voyez également sur ce visuel le temps très protocolaire que j'évoquais tout à l'heure autour de cette exposition des œuvres à la Villa Médicis. Cette œuvre va connaître un grand succès. Elle va être éditée en plusieurs tailles et matériaux au début du XXe siècle. En forme de jardin, une déclinaison sera d'ailleurs exposée au Salon des Arts Décoratifs de 1913 et placée dans le parc de Bagatelle à Paris. Le motif de la ronde d'enfants, quant à lui, sera repris également à plusieurs reprises par Piron, notamment sur les reliefs de la Villa Messner à Dijon en 1912. Ce sujet sera également l'objet de commandes faites à Piron durant son séjour même à la Villa Médicis. L'envoi de quatrième année d'Eugène Piron est un groupe en marbre intitulé Les Druides. C'est une cérémonie gauloise dans une clairière, un sujet rarement traité, tant dans les envois de Rome qu'au salon. Là encore, ce type de sujet est assez limité dans les envois de Rome. Le sujet doit être approuvé par le directeur de l'envoi de troisième année. Et c'est le cas, Carolus Durand va accepter le sujet d'Eugène Piron le 23 janvier 1907, mais pourtant, l'esquisse ne sera pas envoyée en troisième année comme elle aurait dû l'être, et Piron enverra directement son groupe en quatrième année. Donc on voit donc un groupe composé sur un fond rocheux avec deux groupes de figures, c'est Pleurante en fond, et ici un druide monumental avec une jeune fille présentée à l'avant du groupe. Le matériau choisi est le travertin, qui est plus tendre et rustique que le marbre prévu pour l'épreuve, et cela ne sera absolument pas apprécié par l'Académie, qui en tient le directeur pour partiellement responsable, avec ce rappel à l'ordre aussi très important où ils interviennent sur le fait que Eugène Piron n'a pas utilisé le marbre pour cet envoi. À l'exposition de la Villa Médicis, l'œuvre est présentée en extérieur, dans les jardins, et au salon, une présentation qui sera plus traditionnelle, puisqu'on voit ici le salon, la présentation au salon avec des plantes vertes, là encore, pour suggérer qu'il s'agit d'une œuvre de jardin. Cette œuvre sera donc une déception autant pour l'artiste qui souhaitait marquer positivement les esprits avec ce groupe de quatrième année, qui est censé être l'aboutissement de son travail, mais qui était très différent des envois précédents, ce qui a déplu à l'Académie. Et l'Académie et la critique également ne vont pas juger cette œuvre avec bienveillance, mais tout en la considérant comme un faux pas d'une carrière pouvant être promise à un brillant avenir.
Très rapidement, je vais vous montrer d'autres envois non réglementaires faits par Eugène Piron. Il est intéressant de noter des petits bronzes décoratifs d'inspiration antique pour la plupart, comme ces luthers, ainsi que 2 portraits qui vont être présentés au salon de 1908, le portrait de l'ambassadeur de France à Rome et également ce portrait de Carolus Durand, le directeur de la Villa Médicis, qui en retour va réaliser un portrait peint d'Eugène Piron dans le style des portraits de pensionnaires qu'on peut voir également à la bibliothèque de la Villa Médicis. Ainsi, les envois d'Eugène Piron montrent, comme ceux de ses copensionnaires, un affranchissement progressif du règlement qui a abouti en 1908 à la mise en œuvre d'un règlement assoupli également, qui prend peut-être acte des évolutions dans la pratique des pensionnaires. Et il porte également en germe les futures réalisations de l'artiste, tant dans les thématiques de prédilection que dans le rapport au support et la représentation du mouvement, en particulier la danse, qui sera un sujet de prédilection de l'artiste. Des analyses qui peuvent être permises par la base aussi et qui seraient complémentaires concerneraient l'étude des achats par l'État des envois de Rome et des commandes qui sont faites aux pensionnaires autour de ces sujets, qui sont un axe d'analyse intéressant pour évaluer le bénéfice du séjour et des envois dans la carrière des pensionnaires. Et un autre axe intéressant est également celui des envois des œuvres justement réalisées pendant le séjour romain hors envoi ou réglementaire, celui-là par exemple pour Piron, qui a réalisé de nombreuses œuvres en dehors de ses envois pendant son séjour romain. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette communication qui nous a permis de redécouvrir le travail de ce prix de Rome et aussi de repartir sur des questions de matérialité que nous avons vues donc, cette matinée et que nous n'avons pas eu le temps de discuter ce matin. Je laisse tout de suite la parole à Morgane Hamon, qui est chercheuse indépendante, spécialiste dans le domaine de la photographie. Elle a été assistante de conservation au sein du département de photographie du Getty Museum, ainsi qu'à la Terra Foundation for American Art. Elle va nous parler du rapport entre la photographie et la peinture, à travers un cas particulier qui est la collaboration entre Alexis Axilette et Gabriel Hébert. Gabriel Hébert, auquel elle a aussi dédié un article qui est paru dans Studiolo, dans le numéro 15 de la revue Studiolo. Je lui laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup. Alors, je vais tâcher de partager mon écran pour vous montrer mon PowerPoint. Pour l'instant, hop. Alors, malheureusement, je n'ai pas l'impression que ce soit possible pour le moment. Ce sont les aléas du direct. Je n'ai pas l'impression que l'application PowerPoint soit partageable, malheureusement. Je ne sais pas si vous nous avez Elsa peut m'aider. Vous nous avez envoyé votre PowerPoint, c'est ça? Non, je ne vous l'ai pas envoyé hier. Ah, hier, évidemment, ça marchait très bien. Vous l'envoyez par mail? Je peux essayer de vous l'envoyer par mail. Et si vous voulez passer à la communication qui est après moi directement pour éviter de perdre du temps. Alors, si vous êtes d'accord, comment je regarde les organes. Ok, on va très bien. Alors, j'ai le plaisir donc de présenter Patrizia Celli, qui est assistante au département d'histoire de l'art à l'Académie de France à Rome. Elle a mené plusieurs recherches sur la question de l'histoire de l'institution au courant du XXe siècle et elle est l'autrice de 3 articles dans la revue de Studiolo qui portent à la fois sur la question qui a été évoquée ce matin du retour des pensionnaires après la Première Guerre mondiale, des visites des Savoies aux expositions annuelles et également un article dédié aux premières femmes pensionnaires et à leurs envois. Et elle a collaboré également au tout dernier volume publié
dans la collection Actes, qui est une traduction révolutionnaire. Donc, je lui cède la parole. Elle va nous parler aujourd'hui des Envois de Rome de Lucienne Heuvelmans. Patricia, voilà. Alors, merci Francesca. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. J'essaye de partager mon écran. Voilà. Je ne sais pas si vous les voyez. Donc, voilà. Oui. Est-ce que vous pouvez le passer en diaporama? Oui. Voilà. Et donc, la communication propose d'analyser les corpus des envois de Lucienne Heuvelmans. C'est la première femme prix de Rome pour la sculpture en 1911. Et pour mémoire, le décret d'admission des femmes date de 1903 et il a gagné les concours à sa 6e tentative. Elle est arrivée à Rome en janvier 1912. Elle a quitté Rome le 2 août 1914 à l'annonce de la guerre. Est revenue à Rome en 1916 grâce à une autorisation spéciale pour revenir à Rome sans bourse. Et grâce à un prolongement de son séjour, elle reste à Rome jusqu'à l'exposition de 1921, donc le 21 juin. Une enquête sur la base des données des envois de Rome ne nous permet pas aujourd'hui de connaître l'entièreté de sa production et les œuvres qui sont celles présentées à l'exposition de 1913 et 1914, donc la paix armée, Sérénité et Buste de Fillette. Et ces derniers, on n'a pas ni une image ni une localisation. Et notre propos est de relever, grâce à les photos de ces envois, parfois grâce à des répliques comme la paix armée, l'étendue de sa production romaine. Et aussi d'envisager l'importance de la presse italienne en tant que source d'information, surtout lors des visites de Savoie au vernissage des expositions romaines des envois. Et donc, pour aborder l'ensemble de la production de Lucienne Heuvelmans, il faut pousser notre étude jusqu'en 1921. Et en effet, bien que les bourses aient été interrompues au cours de la Première Guerre mondiale, Lucienne Heuvelmans, qui reste à Rome pendant une partie de son séjour, continue à travailler à ses envois qu'elle présente à l'exposition de 1921. Donc voilà, Sérénité. Et elle est indiquée aussi dans les archives de l'Académie de France, de la Chronique des Arts et de la Curiosité avec les mots EIFL, que ça veut dire paix. C'est un plâtre de grande dimension et vous les voyez reproduites sous la coupure de presse de la Tribuna Illustrata de 1914. Elle est exposée sous les escaliers de la loggia. Et donc, vous voyez aussi les rapports dans l'Institut. C'est marqué: son bas-relief représente une jeune femme nue assise sur une pierre pendant qu'un jeune homme agenouillé lui prend la main discrètement. Mais comment ne pas formuler des critiques devant cet effacement des plans, la mollesse du dessin? Ce qui est intéressant, regardez là, c'est marqué dans la légende La Sphinge, opera de la signorina Heuvelmans. À cette époque-là, en Italie, il y avait un intérêt particulier pour l'art égyptien. Et si on va feuilleter, par exemple, Emporium de 1913, on retrouve la publicité d'une publication sur l'art en Égypte. Et Lucienne était quelqu'un qui allait se documenter beaucoup à la bibliothèque. Vous la voyez assise à la bibliothèque en train de regarder un livre en cherche d'une source d'inspiration. Et donc, à cette occasion-là, peut-être, elle a sans doute eu l'occasion de regarder les photos anciennes de la Villa Médicis, où vous voyez, il y a des planches qui sont des représentations de l'art égyptien.
mais ce qu'il est important aussi est de vérifier, de voir la source primaire de cet envoi, c'est-à-dire la toilette de la jeune mariée de Michel Monnier, en marbre qui se trouve au musée du Louvre à Paris, mais qui était aussi une copie d'un antique, autrefois au Palais de Laval, et qui faisait partie de la collection Albani. Il a sans doute copié tout ça dans les mêmes fonds anciennes de la bibliothèque. Voilà la deuxième des envois dont on avait parlé, donc la paix armée, que nous connaissons grâce à une réplique du 1917 qui est jugée par l'Institut comme quelque chose qui avait des qualités d'une étude, et dans le Messager on retrouve quelque chose de très académique. Elle a obtenu de faire cette réplique grâce à une lettre écrite par Albert Besnard, le directeur de l'époque, au sous-secrétaire des Beaux-Arts, pour donner une possibilité d'avoir des sources financières pour Lucienne pendant la période où les bourses étaient interrompues. Selon la fiche du musée de l'armée, c'est un statut à marbre, mais selon les conservateurs du cercle militaire Saint-Augustin de Paris qui m'a transmis les photos, c'est du bronze peint. Si on regarde aussi, il a réalisé d'autres envois qui seront présentés à l'exposition de 1921, les illusions et les regrets, les bustes de Lili Boulanger, les bustes de M. Poujon dont on n'a aucune trace, et ces derniers, donc les bustes de Poujon, et celui de Mirland. Donc, ces trois derniers qui se rattachent à la tradition académique, c'est-à-dire la représentation des portraits des camarades. Les bustes de Lili Boulanger, vous le voyez, a été réalisé en 1916 à Rome. Vous voyez à gauche Lili Boulanger à côté de son buste, et à droite la sœur de Lili, Nadia Boulanger, à côté du buste de sa sœur. Les bustes de Lili Boulanger étaient réalisés en plusieurs matériaux et en plusieurs versions. Donc, on retrouve là celui qui se trouve à la Maisonnette à Gargenville, c'est un plâtre patiné. Celui qui se trouve au Centre international Nadia Lili Boulanger, c'est un terre cuite dont la base est en marbre noir. Et vous voyez au centre et à droite la signature et la date. Il y en a un autre de 1919 au Musée de la Musique qui c'est à marbre. C'était celui qui était sous la cheminée à rue des Balus, donc la maison de Nadia Lili Boulanger à Paris. Il y en avait encore une autre version qui figurait dans l'inventaire Pinatel de 1980. Donc voilà la fiche Pinatel qui résulte manquante dans le recollement de 2013. Parmi les envois complémentaires, il y a les porteurs d'eau de la frise du Panathénée qui se trouve à l'ESBA à Paris, dont les dimensions sont inconnues. Et vous voyez à gauche, il y a une lettre manuscrite de Lucienne Ovelmans où c'est marqué, c'est adressé à M. Girette, où vous pouvez lire les titres. Ce titre il y a porteur d'eau de la frise du Panathénée. J'ai écrit ce pompeux titre au directeur des Beaux-Arts. Ça que dira le ministre, je m'en fiche. S'il s'agit d'une copie d'un marbre, d'un fragment d'un bas-relief de la frise du Parthénon, et il faisait partie des travaux obligatoires après la modification des règlements de l'Académie de France de 1908, ce que vous pouvez retrouver à l'intérieur de la base des envois de Rome. Et les pensionnaires sculpteurs donc, devaient accomplir un voyage en Grèce au cours de sa pension. Lucienne Ovelmans a effectué son voyage en Grèce entre septembre et décembre 1920,
mais probablement il n'a pas copié tout ça en Grèce, mais il a fait cette copie d'un plâtre qui fait partie des collections de l'Académie de France à Rome. Et vous voyez, j'ai reproduit la fiche du catalogue Une antiquité moderne où est exposé. Le catalogue, c'était sous la direction d'Elisabeth Le Breton et Jean-Luc Martinez. Parmi les envois complémentaires, vous voyez, il est marqué aussi un buste en plâtre de Mirlan que nous connaissons grâce à une publication de 1918, mais nous n'avons plus de traces. Pour conclure, vous voyez, là, il y a les illusions et les regrets. Selon les rapports de l'Institut, c'est marqué travail de plus important. On peut regretter que Mademoiselle Overmans, qui a du talent et qui a fait vraiment un effort sérieux, se soit jetée dans la convention pure. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à Patricia. Je vais tout de suite céder la parole à Morgane Hamon et peut-être pour garder le temps de parole pour les discussions qui vont être très riches après déjà ces premières présentations. Je m'excuse pour ce délai. J'espère que mon PowerPoint normalement est bien arrivé. Et donc, il devrait être partagé incessamment sous peu. Voilà, je ne sais pas pourquoi le titre n'apparaît pas. Non, restez s'il vous plaît sur la... Merci, parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je tiens à remercier en premier lieu les membres du comité d'organisation d'avoir retenu ma présentation pour ce colloque, qui est absolument passionnant et qui vient enrichir mes réflexions. Les recherches effectuées pour cette communication ont fait un peu évoluer mon propos initial, puisque je souhaitais à l'origine m'interroger sur les échanges entre peinture et photographie dans les envois de Rome d'Alexis Axilette, et au fur et à mesure de ma prospection et de mes interrogations, je me suis rendu compte que cette idée d'échange n'était pas tout à fait correcte, et je cherche d'ailleurs encore le terme convenable aujourd'hui. Mais avant de plonger au cœur de ces réflexions, il me faut d'abord vous présenter le peintre Alexis Axilette. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Non, juste avant, parfait, merci. Axilette naît en 1860 à Durtal, dans le Maine-et-Loire, et après ses études, il devient retoucheur auprès d'un photographe angevin, M. Berthaud, ce qui a son importance par la suite, j'y reviendrai. En parallèle de ce travail, il suit des cours à l'École des Beaux-Arts, et en 1878, il obtient une bourse pour aller à Paris et entre dans l'atelier de Gérôme. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Il expose au Salon des artistes français dès 1882 et remporte le prix de Rome en 1885 avec son tableau Thémistocle au foyer d'Admète que vous avez ici sur cette diapositive. Il passe donc 4 ans à la Villa Médicis entre 1886 et 1890 et effectue 8 envois pendant son pensionnat. Il est intéressant de noter que le rapport sur les envois de peinture de 1887, qui juge donc, entre autres, les envois de première année d'Axilette, souligne, et je cite, « la servilité quasi photographique du dessin pour l'une des toiles, une baigneuse dont la localisation est inconnue à ce jour. » Cette référence à la photographie est à mon sens loin d'être anodine, puisque, je l'ai déjà dit, Axilette était familier de ce médium, d'autant plus qu'il y fut confronté de façon assez directe et assez fréquente à la Villa Médicis. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et c'est là qu'intervient le deuxième protagoniste de cette représentation, Gabriel Hébert, que vous avez sur cette photo à droite, en train de photographier dans les jardins de la villa. Donc, Gabriel Hébert est l'épouse d'Ernest Hébert, qui fut le directeur de la Villa Médicis entre 1885 et 1890 pour son deuxième mandat, le précédent ayant été rempli entre 1867 et 1873. Pourtant, Gabriel Hébert, né Duckerman, et c'est par son nom de jeune fille que je la mentionnerai pendant cette communication, est beaucoup plus qu'une femme de. En 1888, aidée par Alexis Axilette, elle installe une chambre noire à la Villa Médicis et commence à faire des photographies. La production photographique de Duckerman, ainsi que les entrées dans ses journaux, nous renseignent sur des aspects de la vie de la villa,
au propos desquels nous n'avions que peu d'informations connues, textuelles ou autres. Ainsi, à travers ces images et ces écrits, on en apprend un peu plus sur l'apparente collaboration qui se met en place entre Axillet et Duckerman. Celle-ci note par exemple dans son journal « Axi et moi photographions des moutons dans les carrés, il développe et déjeune avec nous », ou encore « Je trie photographie pour Puech, qui est un pensionnaire, Axi taille des photos ». Duckerman n'est pas dénuée de connaissances artistiques. C'est d'ailleurs par le biais de la peinture qu'elle rencontre Ernest Hébert, qui, avant d'être son époux, fut son professeur. À la villa, elle note dans ses journaux qu'elle dessine, qu'elle peint, elle fait des pastels ou des aquarelles, elle copie des tableaux d'Hébert et elle accompagne celui-ci dans sa tournée des ateliers de pensionnaires. Elle se fend à quelques reprises de remarques bien senties sur tel ou tel modèle qui pose très mal. Duckerman n'est donc pas qu'une simple observatrice, c'est aussi une praticienne. Et c'est une praticienne qui est proche d'Axillet. Les ragots de la villa médicéenne font d'ailleurs des gorges chaudes d'un incident qui eut lieu en août 1886. Axillet se blesse par balle et le journal italien Il Messaggero relate l'incident. Je cite « Il aurait déclaré qu'en jouant avec son revolver, un coup était parti. Le bruit court au contraire que le jeune pensionnaire installé à Rome depuis 2 ans s'était fortement énamouré et que voyant sa flamme dédaignée, il avait voulu se tuer. » Rumeur ou pas, toujours est-il qu'Axillet et Duckerman ont effectivement une relation de proximité et que le travail du peintre va venir nourrir celui de la photographe. L'inverse est-il vrai? Voilà une question qui, pour le moment, reste en suspens. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Le premier exemple de ce dialogue, ou de moins de cette réponse aux œuvres d'Axillet par Duckerman, tient dans cette photo qui a été prise en 1889. On y voit la modèle Elvira, qu'Axillet va finir par épouser, nue, de dos, tirant de l'arc dans une futaie, le corps incliné vers le fond et penché du côté droit, tandis que la tête se retourne vers la gauche. Or, cette description que je viens de faire est en fait toujours tirée du rapport sur la peinture de 1887 et évoque un envoi supplémentaire fait par Axillet pendant sa première année, intitulé Diane Chasseresse, et dont on ne connaît pas la localisation aujourd'hui. Au vu des dates, 2 ans d'écart entre les 2 images, il semble probable qu'ici, Duckerman se soit inspiré de ce qu'elle ait vu dans la toile d'Axillet. Ceci dit, cette photo appartient à une série entière représentant Elvira posant avec un arc ou faisant semblant de poser avec un arc, et certains clichés font particulièrement écho à des œuvres contemporaines ou légèrement postérieures d'Axillet. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Sur cette photographie, vous pouvez voir toujours Elvira, donc sur la photographie de droite, dont la pose rappelle fortement celle de la figure féminine du tableau d'Axillet sur la gauche de la diapositive. Ce tableau, intitulé « L'amour et la folie », est un envoi non réglementaire de 3e année qui fut d'ailleurs assez mal reçu par la critique. Dans le Courrier de l'Art, d'Argenty dit, je cite, que l'amour et la folie se distinguent uniquement par la ridicule posture de la folie, laquelle écarte outrageusement les cuisses. C'est d'ailleurs un reproche qui avait été fait à Axillet pour son envoi de Diane Chasseresse, puisque, je cite, « Il ne semble pas assez s'être souvenu que Diane était la déesse de la pudeur, et la position de sa figure semble défier toutes les lois de la statique. » Cette toile est d'ailleurs la seule que je présente aujourd'hui dont la localisation est connue, puisqu'elle est actuellement conservée au Musée des Beaux-Arts de Rouen. Difficile de savoir si Axillet était présent lors de la séance de pose des photographies de Duckerman. Je n'ai pas trouvé pour l'instant dans les agendas Duckerman de référence à cette séance photographique précise, mais il ne me paraît pourtant pas imprudent de penser que si Axillet n'était potentiellement pas aux côtés de Duckerman pendant qu'elle effectuait ses prises de vue, il a en toute logique dû voir ces photographies. Diapositive suivante, s'il vous plaît. La reproduction photographique du dessin d'Axillet que vous voyez à gauche sur cette diapositive est conservée au Musée des Beaux-Arts d'Angers et montre que le peintre hésite sur le positionnement du bras gauche de la figure féminine. Dans ce dessin, la main de l'amour est dessinée vers le bas, mais on aperçoit également l'esquisse d'une main allant vers le haut. Et c'est cette option qu'il a finalement choisie pour son tableau. Alors, a-t-il apprécié l'effet des photographies de Duckerman? Sa décision est-elle complètement indépendante des clichés de cette dernière? Là aussi, difficile de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse, mais la question mérite, à mon sens, d'être posée. Diapositive suivante, s'il vous plaît.
Les œuvres d'Axilette montrent que ce dernier, et je cite la thèse de Franz Lechleiter, se situe déjà en marge des traditions de l'école de Rome. Son envoi de 4e année, intitulé L'été, est plus proche de l'allégorie que du sujet soit mythologique, soit historique, exigé par le règlement, ce que le rapport de 1890 souligne et, selon ses propres mots, regrette. Certaines critiques sont également assez virulentes envers cet envoi. Ainsi, dans l'Art français, Firmin Javel publie un article sur les envois de Rome et dit, je cite, « Comment M. Axilette espère-t-il nous faire croire que son été, grand paysage avec 3 figures nues, comporte la moindre parcelle d'observation, puisque, étant à Rome, il nous présente un bord de rivière à Chatou ou à Bougival. » Malgré cela, ce tableau reçut une médaille au Salon de 1891 et fut bien accueilli par le public. C'est aussi celui qui fut le plus reproduit d'après ce que j'ai pu voir au cours de mes recherches. Ainsi, une publication de 1917, tirée d'un ouvrage intitulé « Famous Pictures Reproduced from Renowned Paintings by the World's Greatest Artists », note qu'au Salon de 1891, le tableau attire l'attention, que son succès en Europe est énorme et qu'il contribue à « faire » entre guillemets la carrière d'Axilette. Ce tableau est aujourd'hui perdu, mais un article du 19 décembre 1927 intitulé « Les artistes et les amis des arts d'Angers fêtent les prix de Rome en juin », note « Cette pièce, l'été donc, qui fut sensationnelle, est allée, si je ne me trompe, en Amérique du Sud, d'où on n'a pas pu la tirer pour figurer à notre centenale, tant son propriétaire la conserve jalousement. » Diapositive suivante, s'il vous plaît. Duckerman a documenté l'élaboration de cette œuvre en photographiant Axilette en pleine séance avec sa modèle, vraisemblablement dans le bosco de la villa. Et si la lumière de la ville éternelle est absente de la toile du peintre, elle est bien présente dans les clichés de la photographe. Là encore, impossible de trouver de références précises dans les agendas de Duckerman, elle qui pourtant documente très précisément ses activités, celles de son époux et des pensionnaires. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Encore une fois, Duckerman effectue ses propres études photographiques et sur ces 4 images, elle verra une pose relativement similaire à celle qu'elle a dans l'été. Difficile, une fois encore, de reconnaître avec précision la destination de ces clichés. Et dialogue est un mot qui me semble un peu fort pour parler de la relation entre les images de Duckerman et d'Axilette, mais hommage me semble tout aussi peu devoir susciter et un peu trop servile. Ma recherche reste donc à poursuivre et j'accueillerai avec un grand plaisir vos idées et vos réflexions. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour cette dernière communication de l'après-midi. Alors, avant de laisser la parole aux questions, d'ailleurs, je ne sais pas comment on va procéder, peut-être de manière très simple en prenant la parole. Je voulais revenir sur ces 4 interventions qui, à plusieurs égards, se recoupaient entre elles. D'abord, en partant de celle de Michael Bottero, j'ai remarqué à quel point, en fait, cette question des modèles, bien sûr, il y avait les modèles partout en Italie, mais il y avait également les œuvres sur place à la Villa Médicis. Et c'est très intéressant de voir comment, en fait, par exemple, le Mercure assis qui Bonardel réalise rappelle le Mars Ludovisi, dont on avait une copie, un tirage sur place ici, et également bien sûr la Pietà, et comment on réélabore donc ces modèles qui sont présents ici même, et également la question que toute la partie dédiée au choléra et qui m'a fait penser à ce travail qui a été mené par Sarah Vetaka très récemment sur les conditions de vie et la situation qu'en fait les pandémies ont créée à d'autres époques que la nôtre au sein même de la Villa Médicis. Pour la communication de Lise Laborie-Barrière et l'œuvre de Eugène Piron, c'était très intéressant de voir vraiment comment en fait, la question des techniques, qui d'ailleurs revient dans la communication de Patrizia Ciagli, est vraiment très, très intéressant, et comment, en fait, elle peut même devenir un objet de, entre guillemets, de désobéissance ou néanmoins, en fait, de divergence par rapport à ce qui était attendu au moment des envois, notamment par ce choix, par exemple, du travertin
le travertin qui est utilisé comme base, qui bien sûr paraissait un matériel plus pauvre, mais évidemment très intéressant ici même à Rome, où le travertin est si présent en fait dans l'environnement architectural, urbain et des œuvres. Et donc voilà, ce serait très intéressant de revenir sur ces questions de technique. Pour Patrizia Celli, alors encore une fois, Patrizia, vraiment cette question de Ovelmans et de tous les préjugés en fait qui caractérisent son arrivée à la Villa Médicis, avec ce retour aussi de ces préjugés de la mollesse du dessin, du manque du relief qui apparaissent dans les premières critiques. Mais encore une fois, voilà, sur les techniques employées, et notamment ton hésitation sur ce bronze peint de l'une des envois de Ovelmans. Ce que je trouvais passionnant et qui recoupait les deux interventions de Lise Laborie et de Patrizia Celli, c'était le fait qu'on voyait aussi les œuvres installées sur place à la Villa Médicis. Et là-dedans aussi, je crois que la question de comment elles étaient représentées, dans quelles conditions, la muséographie qui accompagnait les envois des Roms. Je pense que maintenant, elle pourra aussi faire l'objet d'interrogations, voilà, d'un prolongement de perspectives et de recherche. Et pour la dernière communication de Morgane Hamon, j'avais juste une petite détail. Je me demandais si cette dernière position dans l'envoi qui représente l'été, de cette jeune femme allongée, donc, dans cette position étonnante qui se retourne, alors m'a fait beaucoup penser à une œuvre qui avait été présentée ici même et puis à Paris au Petit Palais, qui est ce jeune Bacchus, qui est une œuvre napolitaine qui avait été présentée, je crois, en avant-première à ces deux expositions. Et vraiment, ça reprend très, très sensiblement cette position voilà, d'un jeune homme qui était qui s'est tourné de cette position. Et je vous enverrai voilà, l'image. Alors, il y a certainement d'autres questions et peut-être vous voulez répondre. Alors, oui, je vais peut-être réagir à vos deux remarques et Francesca. Alors, j'ai peut-être été un peu rapide aussi, mais en fait, le Mercure est une copie. En fait, c'est la copie officielle de Bonardel, en fait, qui est d'après un marbre du musée de Naples. Donc voilà, il n'est pas influencé par le Mars, mais on sait qu'effectivement, c'est sûr que tous les plâtres conservés à la Villa Médicis, là aussi dans les collections, ont pu inspirer des peintres ou des sculpteurs pour après d'autres compositions. Donc là, on est bien sur une copie, et d'ailleurs, Alice Tomine l'avait montré dans son intervention, c'est l'envoi de la copie demandée aux jeunes sculpteurs. Et puis pour la maladie, c'est vrai que c'est un vrai domaine à creuser, et la richesse des archives permettra de documenter justement la vie des pensionnaires qu'on regardait finalement là aussi de manière isolée dans leur atelier, sans forcément systématiquement creuser, mais se pose la question, par exemple, des ravitaillements, de la nourriture au quotidien. Et c'est vrai que là, en abordant la maladie, c'est vrai que Sarah Vitak avait évoqué lors d'une conférence le choléra en 1837. Là, donc en 56, il y a une vague de fièvre. Le problème, c'est que les archives ne documentent pas toujours quand on ne croise pas avec des archives médicales. C'est vrai qu'on a des fois du mal à savoir quelle est vraiment la cause de la maladie. Mais en tout cas, en 56, c'est quelque chose qui était peu évoqué dans l'histoire de la villa. On a quand même 10 pensionnaires qui sont malades sur les 19. Carpo qui est obligé de rentrer à Paris pour être soigné. Donc finalement, on voit que ponctuellement, il y a quand même eu entre guillemets, des crises sanitaires au cœur de la villa, et souvent liées aux problèmes de fièvre et au climat romain que les jeunes prix de Rome français ont du mal parfois pour s'acclimater. Voilà pour les deux questions sur mon intervention. Intervenir justement sur cette question de la fièvre. Justement, je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà, non, en fait, effectivement, c'est un vrai sujet, et c'est souvent dans les commentaires, dans les lettres privées des pensionnaires où on trouve tout un tas d'informations sur cette question de la fièvre et de l'air malsain des Roms. Et c'est quelque chose d'assez étonnant parce que c'est un sujet qui revient tout le temps, de ces efflux de Rome. Donc, ouais, je pense que c'est effectivement un sujet à traiter, peut-être effectivement moins dans les archives, mais les témoignages sur ces sujets sont assez incroyables. Et puis on découvre que ces artistes vivaient avec des fièvres pérennes. Donc Flandrin était atteint par des fièvres dont on ne comprend pas bien la nature pendant tout son séjour à Rome. Donc c'est assez intéressant effectivement d'un point de vue médical de comprendre aussi quel type de maladie
à quoi ça on se réfère quand on parle de ces fièvres constantes presque. En tout cas, c'est intéressant. Enfin, merci beaucoup pour votre communication. Peut-être juste pour dire un mot à ce sujet, l'idée ou l'écho de ces maladies et de cette malaria qui est associée à la villa se retrouve après sous la plume des critiques à Paris, qui va évoquer aussi cet air un peu vicié qui se retrouve dans les œuvres des pensionnaires et qui serait la preuve d'une sorte de malaria mentale qui régnerait. Et donc, il y a sans doute aussi quelque chose à creuser entre cette maladie véritable et cette idée de maladie qui serait, dont la villa serait le foyer. Maladie esthétique ou maladie artistique. Je ne sais pas si Lise Laborie-Barrière voulait... Merci. Moi, je voudrais... Pardon. Si je réponds sur la question, effectivement, des techniques dans l'œuvre de Piron, c'est intéressant de noter qu'effectivement, à l'exception de l'Éphèbe de Subiaco, qui est sa copie d'Antique, aucun des envois qu'il ne fera sera de fait réalisé en marbre, puisque la faunesse de deuxième année, finalement, est envoyée avec un an de retard, donc ne rentre pas dans les envois réglementaires, et qu'il utilise beaucoup le travertin, que ce soit à la fois pour la ronde d'enfants ou pour le grand groupe des druides. Et ce rapport aux matériaux, il est intéressant aussi parce qu'on le retrouvera dans ses œuvres postérieures. Il aime beaucoup travailler ce type de matériaux. Et pour le monument aux morts qui se trouve à Salon-de-Provence notamment, il va réaliser la sculpture directement à même le rocher, c'est-à-dire qu'il va sculpter directement le rocher pour réaliser son œuvre. Je ne sais pas si je peux... je vais essayer de vous partager l'image éventuellement rapidement à l'écran. Voilà, c'est cette œuvre-ci. Voilà, donc vous voyez que l'œuvre a été véritablement sculptée dans un rocher qui a été retravaillé, hein, on le voit un peu ici, mais donc cette idée aussi de ne pas utiliser uniquement des matériaux nobles pour sculpter. Patricia, je vous laisse reprendre la parole. Pour l'utilisation des différents matériaux, par exemple, dans le cas de Lucien Nobelman, ça pourrait être intéressant de faire une comparaison avec Louis Lejeune. C'était un autre sculpteur, un autre qui a eu une autorisation spéciale pour rester à Rome pendant la guerre. Et donc, voir, par exemple, les différents matériaux qu'il a utilisés ou comment il a travaillé. Si Lucien était une exception ou s'il y a des choses communes entre les deux pensionnaires. En ce qui concerne, par exemple, les expositions des pensionnaires, sur la presse italienne, il y a beaucoup de photos qui montrent l'installation des œuvres au cours des expositions romaines. Moi, j'ai repéré beaucoup d'articles, donc si quelqu'un a besoin, il peut me contacter et moi, je peux les transmettre. Alors, je vous transmets une remarque de Giovanna Campitelli sur au sujet de la malaria. Il y a le très beau livre de Richard Riley, Roman Fever, qui pourrait compléter ses recherches sur l'importance, l'influence qu'a eu la malaria dans le travail des artistes sur place à Rome. Est-ce que, pardon, je peux poser une question justement pour faire suite à cette discussion autour de la matérialité. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur l'évolution aussi ou les discussions qui avaient trait à ces matériaux? Est-ce qu'on a dans les archives administratives des traces de discussions sur les fournitures qu'on mettait à disposition des élèves, de la même manière que l'on voit parfois des discussions sur les types de séances de travail organisées à la villa? Est-ce qu'il y a des traces
de ça? Est-ce qu'il y a aussi dans la correspondance, je pense que France en a quelques exemples aussi dans les correspondances qu'elle a étudiées sur des besoins spécifiques qui sont exprimés par les pensionnaires. Est-ce que sur ces aspects-là, vous pouvez nous en dire un peu plus? Moi, dans le cas de Piron, effectivement, dans les archives de la Villa Médicis, il y a des traces dans les comptes, notamment de toutes les commandes qui ont été passées de matériaux. On a le nom aussi des différents intervenants qui ont pu intervenir justement pour la réalisation des sculptures. Et il y a un autre élément qui est intéressant, qui est que concernant les fèves de Subiaco, après la réalisation de l'œuvre, également, le directeur a fait une demande à l'Académie en son nom pour qu'on le paye davantage concernant les besoins en matériaux de cette œuvre, une fois qu'elle avait été réalisée. Demande qui sera refusée par l'Académie pour ne pas créer de précédent par rapport à d'autres artistes. Ça explique aussi peut-être le fait que par la suite, il ne va pas utiliser le marbre parce qu'il avait peut-être mal jugé le coût de la réalisation des œuvres. Oui, juste pour rebondir sur cette question des matériaux, effectivement, il y a pas mal d'informations contenues dans les archives de la Villa Médicis. Pour le début du 19e siècle, je crois me souvenir qu'il s'agissait du pensionnaire sculpteur Cortot, et il y a une correspondance assez abondante sur les allers-retours qu'il fait entre la villa et la carrière de marbre pour aller choisir son matériau. Donc, je suppose qu'en regardant mieux et en exploitant toutes les archives, on devrait trouver de nombreux exemples de cette question du matériau pour la sculpture. Pardon. Un matériau, c'est aussi fragile, même du marbre. Est-ce que les sculpteurs prennent en compte les risques de brisure, de casse lors du transport entre Rome et Paris? Je me rappelle parce qu'à la Villa, en 2003, on avait exposé le marbre de Ruxtil, quand même très fragile, avec ce voile presque diaphane. Et est-ce que, du coup, les sculpteurs, parfois, se disent, mais ça, dans le transport, ça risque d'être cassé, et de faire une œuvre qui soit un peu plus, je ne vais pas dire massive, parce que ce serait critique, mais un peu plus robuste, disons. Je ne sais pas si là, ce serait dans la correspondance d'artistes, de sculpteurs notamment, qu'il faudrait regarder. Je crois que dans la correspondance des directeurs, il y a des exemples justement de sculptures qui ont été endommagées lors de transports entre Rome et Paris au moment des expositions et derrière du coup avec le besoin justement de réintervenir dessus en amont de la présentation à Paris. Donc c'est effectivement, il y a des cas, il y a des précédents de sculptures endommagées. Je crois qu'il y a une question de Fabio Almeida qui voudrait prendre la parole. Allô? Oui. Allô? Oui, oui, il faut parler juste un peu plus fort. Ok, bonjour à toutes et à tous. Juste pour un petit regard transatlantique, si ça vous intéresse, concernant les questions qui touchent dès la malaria jusqu'à la question de matériaux. Pour la malaria, en ce qui concerne surtout les pensionnaires brésiliens à Rome pendant les années 40 et 50, il y avait vraiment une directive, une imposition qu'ils arrivent entre le mois d'avril et mai, le temps juste de régler le paiement de leur inscription, atelier et logement, et partir tout de suite vers la campagne parce que justement Rome était considérée comme un environnement très, très malsain pendant l'été. Donc, c'était quelque chose vraiment d'imposé de la part de la congrégation de l'Académie. Et en ce qui concerne les matériaux, il y a des descriptions, surtout pour les sculptures, des descriptions assez très intéressantes et éclairantes sur un des plus importants sculpteurs brésiliens au XIXe siècle, Rodolfo Bernardelli.
donnant son témoin en ce qui concerne l'achat de marbre, la manière qu'il va voir le marbre qui n'a pas de fissures, qui n'a pas de rayures, qui est transparent et tout, même les noms d'endroits où il achetait, et aussi finalement pour la remarque d'Olivier Bonfait, il y a aussi beaucoup de documents où il laisse de manière très précisée la manière d'ouvrir ces ouvrages une fois qu'ils arrivent au Brésil, donc après 1 mois et demi, 2 mois de transport en partant de Genova, de Gênes, jusqu'au port de Rio, où des fois ils étaient pris par la douane pendant très longtemps. Donc, il y avait vraiment, il décrit des caissons énormes dans lesquels il y a des petits caissons des protections qui numérotent. Bon, il faut ouvrir d'abord cette partie-là, après l'autre partie, et jusqu'à des cas où lui-même, il demande qu'on n'ouvre pas les caissons qu'une fois qu'il serait sur place à Rio, donc pour que lui-même puisse ouvrir et installer la chose sans que rien de mal puisse arriver à ses ouvrages. Donc c'est des petites informations de l'autre côté de l'Atlantique. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vois que France Lechleiter nous invite à passer à la prochaine session. S'il n'y a pas d'autres questions, de toute manière, on peut aussi les garder pour la fin de la discussion de cet après-midi. Donc, je remercie les intervenants et je laisse la parole donc, à Catherine Ménu pour introduire la prochaine session.